C'était un matin de mars, à la fin de l'été 1983. Le ciel était clair, l'air frais, et une certaine paix régnait dans cette petite ville de l'intérieur du sud du Brésil. Tout semblait calme. Mais la maison numéro 27 de la rue principale était en effervescence. À l'intérieur, quelque chose allait se produire qui marquerait l'histoire de cette région et changerait à jamais la vie d'un homme nommé Otávio. Otávio était un homme de 36 ans, blond aux yeux sereins, habitué à travailler dans les champs. Il était petit agriculteur. Il se levait tôt tous les jours, s'occupait des cultures, des animaux et de la petite boutique qu'il tenait dans la cour avec sa femme, Helena, une femme douce au sourire tendre, dotée d'une force rare. Ils étaient mariés depuis 12 ans. Ils essayaient d'avoir des enfants depuis près d'une décennie, et pendant de nombreuses années, ils ont cru qu'ils ne seraient jamais parents. Helena avait fait 2 fausses couches et avait reçu un diagnostic médical sévère. Vous ne pourrez jamais mener une grossesse à terme au-delà de 3 mois, lui avait-on dit. Mais contre toute attente, l'impossible se produisit. Au milieu de l'année 1982, Helena tomba enceinte. Ils pleurèrent tous les deux pendant des heures lorsque le test revint positif. Ils pleurèrent de peur, de bonheur, d'angoisse. Ils promirent de ne le dire à personne pendant les premiers mois. Et ainsi fut fait. Elle se retira, cessa de travailler et prit soin d'elle comme jamais auparavant. Otávio fit tout ce qu'il pouvait pour la protéger. Au 4e mois de grossesse, une surprise se produisit. Il n'y avait pas un seul bébé. Il y en avait 2. Puis, au 5e mois, une autre échographie révéla davantage. Il y en avait 5. Au 6e mois, l'examen le plus complet qu'ils firent à Porto Alegre apporta le choc définitif. Il y avait 9 bébés. Personne ne comprenait comment l'utérus d'Helena parvenait à supporter cela. Les médecins appelèrent cela un miracle. Et elle souriait. Elle disait que chacune de ses vies était la récompense de toutes ces années de douleur et de silence. L'accouchement fut programmé pour la 34e semaine de grossesse, par césarienne à haut risque. L'équipe médicale de l'hôpital fut mobilisée comme pour une opération de guerre. L'hôpital de la ville manquait de ressources, alors Helena fut transférée dans la capitale avec le soutien de bénévoles locaux. Otávio l'accompagna. La ville s'arrêta pour regarder. Et le 12 mars 1983, à 10h47, la première fille naquit, la deuxième à 10h48, la troisième à 10h49. Et ainsi, une par une, en quelques minutes, 9 filles blondes aux yeux bleus vinrent au monde. Chacune d'elles pesait entre 1 kg et 1,5 kg. Petite, fragile, mais vivante. Toute la salle d'opération pleura, ainsi que les médecins. Infirmières, médecins, même le directeur de l'hôpital. Otávio ne pouvait même pas parler. Il resta là, à fixer ses 9 couveuses, répétant silencieusement, « C'est ma famille. Ce sont toutes mes filles. » Mais alors qu'il découvrait le miracle de la paternité, le destin préparait déjà son coup. Vers la fin de l'opération, Helena commença à perdre beaucoup de sang. Les médecins se battirent pendant près de 2 heures. Ils tentèrent des transfusions. Ils essayèrent tout, mais à 13h12, Helena mourut. Otávio ne fut informé que 3 heures plus tard. Il tenait la main de sa 9e fille lorsqu'il entendit la phrase « Otávio, il faut qu'on parle ». Il n'avait pas besoin de mots. Il le sentit. Sa poitrine se serra. Le monde devint silencieux. Il tomba à genoux dans le couloir de l'hôpital. Il ne pleura pas. Il resta là, à fixer le sol, comme s'il attendait que quelqu'un le réveille de ce cauchemar. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La ville s'arrêta. La presse commença à arriver. Un veuf avec 9 filles nouveau-nées. L'histoire se répandit dans tous les journaux et Otávio, lui, resta. Il ne voulait pas quitter l'hôpital. Il dormait sur les chaises de l'unité de soins intensifs néonatales. Il alternait les heures de visite, prenait des notes et pleurait en secret dans les couloirs. Le jour des funérailles d'Helena, il ne put pas y assister. Les filles étaient toujours sous observation, et il ne pouvait supporter l'idée de les quitter. Son frère aîné porta le cercueil. On raconte que le lendemain, Otávio écrivit une lettre à sa femme et la plaça à l'intérieur du caisson d'une des couveuses. La lettre disait, « Helena, tu m'as laissé 9 morceaux de toi. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver, même si le monde entier en doute. » Et il y arriva. Petit à petit, les filles prirent du poids. L'une d'elles faillit mourir à 12 jours, mais survécut. Le personnel de l'hôpital, ému par l'histoire, commença à aider. Une des infirmières, nommée Rosana, se porta volontaire pour dormir à l'hôpital pendant des semaines afin d'aider Otávio. Les médecins créèrent un emploi du temps spécial rien que pour leurs soins. Des dons affluèrent de tout le pays. Biberons, vêtements, couches, argent. Tout le Brésil connut l'histoire du père des 9 filles. Mais Otávio ne voulait pas la célébrité. Il voulait une structure. Grâce aux dons, il rénova la maison. Il acheta des berceaux. Il organisa une crèche avec le nom de chaque fille sur le mur. Et à 2 mois, les filles rentrèrent à la maison. Toute la ville s'était rassemblée dans la rue pour les accueillir. On aurait dit une parade, bien sûr. Des ballons, des pancartes, des enfants qui applaudissaient. Et là, il était là, Otávio, seul sur la banquette arrière du camion avec 9 bébés dans les bras. Personne n'oublia jamais cette scène. Mais le vrai défi restait à venir. Après le jour où Otávio ramena ses filles à la maison, plus rien ne fut pareil. Il n'était plus l'homme qui s'occupait de la petite plantation ou de la boutique dans la cour. Maintenant, tout le monde l'appelait le père des 9 filles. C'est ainsi que les voisins, les connaissances, les journaux, même les employés du bureau d'enregistrement parlaient de lui. Otávio n'avait plus sa propre identité. Il était juste cet homme blond aux yeux tristes qui quittait la maison avec 9 poussettes à la fois.
Au début, il dormait à peine. Il passait les premières heures du matin à changer les couches, à donner les biberons et à bercer les filles une par une. Il créa un système presque militaire pour éviter de se perdre. Il numérota les biberons, organisa les horaires sur des feuilles de calcul manuscrites et marqua le programme de sommeil de chaque fille avec du ruban adhésif coloré sur le berceau. La fille qui pleurait le plus gagnait une étoile sur le tableau du salon. Celle qui dormait le mieux gagnait un cœur. C'était sa façon de se connecter à chacune d'elles, même au milieu de la confusion et de l'épuisement absolu. Ces filles portaient des noms qu'Ottavio et Elena aimaient. Anna, Lara, Sofia, Clara, Elisa, Julia, Elena, d'après leur mère, Luisa et Bianca. Des noms simples et doux comme les poupées en bois qu'il sculptait lui-même pendant ses pauses au travail pour les leur offrir lorsqu'elles auraient 1 an. Chaque nom était écrit à la main sur le mur de la chambre, avec une photo de leur mère au centre, encadrée de fleurs séchées qu'Elena aimait cueillir. La ville, autrefois juste un point sur la carte, devint un point de repère national grâce à cette famille. Des journalistes vinrent de loin pour interviewer Ottavio, mais il refusa toujours. Il disait qu'il ne voulait pas la célébrité ou la pitié. Il avait juste besoin de la paix. Il voulait élever ses filles avec dignité, loin des projecteurs. Certaines personnes comprenaient, d'autres non, mais tout le monde le respectait. Au fil du temps, Ottavio réalisa qu'il ne pouvait pas tout faire seul. La routine était inhumaine, alors il accepta l'aide des voisins et des connaissances. Il mit en place un système communautaire dans lequel chaque famille de la rue était responsable de l'aider pendant un certain temps. Certains apportaient de la nourriture, d'autres aidaient à les laver, d'autres encore s'asseyaient simplement avec lui pour parler, et ainsi le temps passa. La maison des 9 filles devint un symbole d'amour, de coopération et de foi. Mais tout n'était pas une fête. Lorsque les filles eurent 1 an, Ottavio fut convoqué par l'assistante sociale. Ils lui dirent que l'État ne pensait pas qu'il était émotionnellement capable d'élever 9 enfants seuls. Ils parlèrent de familles d'accueil, d'adoptions séparées et de meilleures opportunités pour chacune. Ottavio faillit perdre pied. Ce sont mes filles. J'ai fait une promesse à leur mère. Personne ne les séparera. La bataille juridique dura des mois. Des avocats offrirent leurs services gratuitement. Une pétition avec plus de 5000 signatures fut soumise au tribunal pour enfants. Les gens refusèrent d'accepter la séparation et, à la fin, Ottavio gagna. Les filles restèrent avec lui. Ce moment marqua un tournant dans la vie de la famille. À partir de ce moment, Ottavio décida de ne plus jamais dépendre de la gentillesse de personne. Il voulait atteindre la stabilité de ses propres mains. Il vendit le terrain derrière la maison et acheta une petite serre. Il commença à cultiver des fleurs rares. Elena aimait les fleurs. Alors il commença à vendre des arrangements personnalisés avec les noms de ses filles sur chaque bouquet. Les roses d'Anna, les orchidées de Sofia, les tulipes de Julia. C'était un hommage à sa femme et un moyen de subvenir aux besoins de la famille avec dignité. Les fleurs devinrent un succès. En 2 ans, Ottavio avait déjà des clients réguliers dans 3 villes voisines. Mais il ne s'arrêta pas là. Il acheta une vieille camionnette, l'adapta en serre mobile et commença à voyager le dimanche avec les filles dans les foires et sur les places, vendant les bouquets et racontant discrètement leurs histoires, si elles le pouvaient. Pas pour se montrer, mais pour inspirer. Et elles inspiraient. Au fur et à mesure que les filles grandissaient, Ottavio faisait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer qu'elles ne manquaient aucune étape importante. C'était lui qui les coiffait, cousait leurs robes, leur apprenait à lire, à écrire, à assembler des jouets, à faire des gâteaux et à repriser des chaussettes. Lorsqu'elles avaient de la fièvre, c'était lui qui restait éveillé la nuit avec un linge humide sur leur front. Lorsqu'elles pleuraient à cause de cauchemars, c'était lui qui s'asseyait à leur chevet, leur racontait des histoires qu'il avait inventées sur le champ et restait là jusqu'à ce qu'ils voient leurs yeux se fermer paisiblement. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments d'épuisement total. Des moments où Ottavio pleurait dans la salle de bain, craignant de ne pas en faire assez, de commettre des erreurs, de ne pas pouvoir faire face, d'échouer. Mais il ne laissait jamais rien transparaître. Pour les filles, leur père était un héros, et il assumait ce rôle avec la force de 1000 hommes. Lorsqu'elles eurent 5 ans, chacune reçut un collier avec son initiale et une petite pierre bleue au centre. Ottavio leur donna les colliers avec une seule phrase, « Vous êtes uniques, mais vous êtes nés ensemble. » N'oubliez jamais cela. Les filles commencèrent à montrer leur personnalité très tôt. Anna était plus sérieuse, protégeant toujours ses sœurs. Lara était extravertie, parlant pour tout le monde. Sofia était celle qui ressemblait le plus à sa mère, calme, observatrice, aimante. Clara était créative, dessinant tout ce qu'elle voyait. Elisa était la première à se porter volontaire lorsque quelqu'un avait besoin d'aide. Julia était têtue et courageuse. Elena, la fille qui portait le nom de sa mère, avait un regard qui faisait pleurer Ottavio en silence. Luisa était sensible, pleurant même sur des fourmis écrasées. Et Bianca était le rire à l'état pur. Les écoles voulaient les séparer en différentes classes. Mais Ottavio insista pour qu'elles étudient ensemble. Il voulait qu'elles grandissent ensemble, sachant qu'elles étaient plus fortes ensemble. Au début, les enseignants étaient appréhensifs, mais ils se rendirent vite compte qu'il y avait quelque chose de spécial dans leur lien. C'était comme si elles se complétaient et, d'une certaine manière, c'était le cas. Mais il y avait une question qu'elles évitaient toutes de poser, papa et maman. La première fois qu'elles l'ont posée, elles avaient 7 ans. C'est Bianca qui l'a posée. Elles étaient dans le jardin en train de cueillir des fleurs pour une activité scolaire. Ottavio s'arrêta, s'assit par terre et prit une profonde inspiration. Puis il lui raconta. Il lui raconta tout. Elle lui raconta avec les larmes aux yeux, mais sans drame. Elle dit que leur mère avait été une femme extraordinaire, et que leur mère les avait aidées. Qu'elle avait tout donné par amour, que c'était grâce à elle qu'elles étaient là, et qu'à chaque fois qu'il regardait dans l'un de leurs yeux, c'était comme s'il revoyait Elena.
Les filles pleurèrent, mais c'était un beau pleur, celui qui lave tout. Et ce jour-là, elles allèrent toutes au portrait de leur mère accrochée dans leur chambre et déposèrent des fleurs. À l'insu d'Ottavio, chacune d'elles écrivit une petite lettre et la plaça derrière le cadre. Des années plus tard, lorsqu'elle serait plus âgée, ces lettres seraient lues ensemble et changeraient tout, en effet. Mais vous le découvrirez plus tard. Le temps passe étrangement quand on vit pour l'amour. Pour certains, les années ressemblent à une prison. Pour Ottavio, les années passées avec ses 9 filles furent un passage sacré. Chaque matin passé à leur côté était une bénédiction silencieuse. Chaque nuit silencieuse passée à côté de 9 lits, à respirer doucement, était un rappel qu'il avait fait le bon choix. Au moment où les filles eurent 10 ans, la maison s'était entièrement adaptée à sa nouvelle réalité. Le petit bâtiment simple avait été transformé en une sorte de cabane familiale. Des chambres partagées avec des lits superposés, des placards codés par couleur, des calendriers avec des anniversaires et des années scolaires accrochés au mur du salon. Ottavio avait appris à organiser sa vie comme peu d'autres. Mais l'enfance légère et ludique commençait à s'estomper. L'adolescence arriva comme une tempête. Chaque fille, désormais avec des opinions, des émotions plus intenses et des besoins uniques, commença à se battre pour sa place dans le monde. Et Ottavio, qui avait toujours été un port, devint aussi un phare, inébranlable mais illuminant simultanément différents chemins. Lara fut la première à demander à se couper les cheveux courts, mais hésita, mais comprit. Anna voulait dormir dans une chambre séparée juste pendant une semaine pour essayer. Julia devint plus renfermée. Elisa commença à remettre en question son apparence. Bianca voulait cesser de porter des robes et demanda des jeans. Sofia commença à dessiner des images plus tristes. Clara commença à écrire dans des journaux intimes qu'elle fermait à clé. Elena lut des livres sur la maternité et la grossesse. Louisa pleurait sans savoir pourquoi. Et Ottavio observait. Il ne se battait pas. Il écoutait. Il parlait à chacune d'elles séparément. Il comprit qu'elle changeait et qu'il devait changer aussi. L'amour exigeait maintenant moins d'action et plus de silence, moins de commandement et plus de présence. C'était un nouveau défi, l'un des plus difficiles. Mais il y fit face, en tant que figure paternelle. C'est vers cette époque que les jugements extérieurs commencèrent. Les filles étaient belles. 9 adolescentes blondes aux yeux bleus intenses, aux traits identiques et au charisme naturel. Elles attiraient l'attention partout où elles allaient. La ville devint trop petite. Il y eut des commentaires désobligeants, des regards de côté, des commérages dans les boulangeries et les magasins. Comment fait-il tout seul? Est-ce qu'une d'elles est déjà tombée enceinte? N'ont-elles pas de mère parce que leur père ne savait pas comment s'occuper d'elles? Les mots blessaient, mais plus que cela, la façon dont elles regardaient leur père, comme si elles voulaient le défendre mais ne savaient pas comment. Un jour, Anna rentra de l'école en pleurant. On lui avait dit qu'elle n'avait pas de mère parce que sa mère avait choisi de mourir plutôt que d'élever 9 filles. Ottavio prit une profonde inspiration, la serra dans ses bras et lui dit, « Ma fille, parfois les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ta mère a donné sa vie pour vous, littéralement, et c'est le plus grand amour qui soit. » Ce même jour, il les appela toutes dans le salon. Pour la première fois, il leur montra une petite boîte en bois qu'ils gardaient depuis leur naissance. À l'intérieur, il y avait un ruban de leur mère, la note qu'Elena avait écrite peu avant la naissance, une de ses boucles d'oreilles, une fleur séchée et la lettre qu'il avait laissée dans la couveuse il y a des années. Lorsqu'elles lurent la lettre de leur père écrite alors qu'il était encore à l'hôpital, elles pleurèrent toutes. Même Anna, qui était rarement émotive. C'est à ce moment-là qu'elles comprirent vraiment leur importance dans la vie de cet homme. Si un jour je ne suis plus là, j'espère que vous vous souviendrez de tous les efforts que j'ai déployés. Si j'ai échoué, c'est en essayant de bien faire. Si j'ai pleuré, c'était en silence. Si j'ai aimé, c'était sans mesure. Vous êtes ce que j'ai de mieux. L'adolescence continua avec ses hauts et ses bas. Mais il y avait un détail curieux. Aucune des filles ne s'éloigna vraiment de son père. Même dans les moments de rébellion, de protestation, de cris et de claquements de porte, elle revenait toujours. Elle s'excusait toujours. Elle s'asseyait toujours pour parler. Le lien entre elles était plus fort que toute phase difficile. Mais la maison commençait à être trop petite. Ottavio le remarqua, et il sentit un pincement au cœur. Bientôt, elle partirait. Lorsque les filles eurent 16 ans, Ottavio fit un geste qui surprit tout le monde. Il vendit la serre. Oui, celle qui avait soutenu la maison pendant des années. Avec l'argent, il acheta un vieux bus scolaire et rénova complètement l'intérieur, le transformant en une maison sur roues. Il voulait donner à ses filles un dernier souvenir collectif avant que chacune ne prenne son propre chemin. Pendant 3 mois, elles voyagèrent à travers le pays de ville en ville, dormant dans des campings, des stations-service, sur des plages désertes et dans des arrière-cours d'inconnus. Elles virent la mer, la neige, l'arrière-pays, les montagnes, l'intérieur du Minas Gerais, l'immensité du Cerrado. Elles rirent, se battirent, cuisinèrent ensemble. Elles firent des vidéos, prirent des photos, s'écrivirent des lettres. Et lors de la dernière nuit du voyage, assises autour d'un feu de camp improvisé au milieu d'un champ ouvert, Ottavio dit, « Je sais que je n'ai pas été parfait. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais si je pouvais remonter le temps, je recommencerais tout. Exactement de la même manière. Vous êtes ma vie. Et si un jour je ne suis plus là, rappelez-vous que tout ce que j'ai construit l'a été avec amour. » Elles ne répondirent pas. Elles se contentèrent de pleurer et de se coucher la tête sur les genoux de leur père, comme lorsqu'elles étaient enfants. Elles restèrent là en silence, écoutant les grillons de la nuit, le vent souffler et leur cœur battre de gratitude. Lorsqu'elles rentrèrent à la maison, quelque chose avait changé. Les adieux étaient proches. À 18 ans, chacune commença à suivre son propre chemin. Anna partit à Sao Paulo pour étudier la médecine.
Lara choisit le journalisme à Florianopolis. Julia s'engagea dans l'armée. Elisa partit en programme d'échange. Sofia devint artiste visuelle. Clara lança une chaîne vidéo avec des histoires émouvantes. Elena voulait étudier la psychologie pour comprendre ce qu'elle ressentait depuis l'enfance. Louisa devint missionnaire et Bianca resta. Elle voulait rester avec son père. Ottavio regarda la maison se vider lentement. Des berceaux transformés en lits, puis des placards vides, puis des chambres fermées à clé. La maison devint silencieuse, et il resta, mais il était en paix. Il savait qu'il avait accompli sa mission, que malgré toutes les peurs, les douleurs et les sacrifices, il avait réussi. Élever 9 filles avec amour, avec dignité, avec vérité, mais le destin, comme toujours, avait encore une dernière grande surprise en réserve, je vous le promets. Et cette surprise est plus proche que vous ne le pensez. Le temps n'attendait personne dans cette maison. Lorsque l'aînée des filles, Lara, annonça qu'elle avait été acceptée à l'université fédérale pour étudier la médecine, la pièce se remplit de joie et de silence en même temps. C'était une victoire. Bien sûr que c'en était une. Elle s'était battue, avait étudié à la lumière des bougies lorsque l'électricité était coupée, avait partagé un cahier avec 2 autres sœurs. Mais lorsqu'elle serra son père dans ses bras ce soir-là et dit « Je pars, papa, mais j'ai promis de revenir tous les week-ends ». Quelque chose se brisa en lui. Il regarda les escaliers et vit pour la première fois le bois usé par tant de montées et de descentes avec les filles dans ses bras. « Pas, ma fille. Oui, tu le feras. Mais n'oublie jamais que ta place dans le monde a commencé ici, sur ces escaliers, dans cette cuisine, sur ce sol où ta mère est morte pour te donner naissance. » Il parla avec les larmes aux yeux, essayant de ne pas s'effondrer. Le départ de Lara ouvrit les vannes une par une. Les autres commencèrent à tracer leur propre chemin. Mariana voulait étudier à l'étranger. Rebecca voulait participer à un programme d'échange. Clara rêvait d'ouvrir une boutique de fleurs. Déborah voulait se marier. Mais c'est la décision de Bianca qui changea tout. Elle apparut dans la cuisine un soir avec une enveloppe à la main. Ses sœurs chuchotaient dans le couloir. Leur père, assis à la table avec sa tasse de café, se doutait déjà de quelque chose. Lorsqu'elle lui tendit l'enveloppe, il ne voulut pas l'ouvrir tout de suite. « C'est toi qui l'ouvres, ma fille. » Et elle l'ouvrit. C'était un test ADN. Bianca l'avait fait de son propre chef, avec un doute qui la rongeait silencieusement depuis des années. Pourquoi ne ressemblait-elle à aucune de ses sœurs? Elle était blonde. Oui. Les yeux bleus, oui. Mais quelque chose en elle était différent. Depuis qu'elle était petite, elle s'était sentie déplacée. Son père ne montra jamais aucune différence, mais Bianca avait une intuition. Et maintenant, c'était là, noir sur blanc. Elle n'était pas sa fille biologique. La confession arriva comme une bombe. Ses sœurs furent choquées. Son père fut paralysé. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que je n'ai jamais voulu que tu te sentes inférieure. Et de qui suis-je la fille alors? Il prit une profonde inspiration et raconta la vérité qu'il avait cachée pendant plus de 30 ans. La nuit où sa femme mourut en couche, l'une des 9 filles était mort-née. L'hôpital, ne sachant pas comment annoncer la tragédie à un homme déjà dévasté, échangea le bébé avec un nouveau-né abandonné qui avait été déposé anonymement quelques heures plus tôt. Suis-je ce bébé? Tu es ma fille, Bianca. Parce que je t'ai tenue dans mes bras avec le même amour. Parce que je t'ai bercée aux petites heures du matin avec la même musique que les autres. Et parce que même si je ne t'ai pas donné naissance, je t'ai choisi chaque jour. C'est ça, être un père. Elle pleura. Elles pleurèrent toutes. Le silence dura longtemps ce soir-là. Mais à la fin, une par une, les sœurs s'approchèrent, serrèrent Bianca dans leurs bras et répétèrent en chœur, « Tu es notre sœur. Tu l'as toujours été. » Cette crise rapprocha la famille plus que tout Noël ou anniversaire. La blessure exposée guérit avec la vérité, mais la vie ne cessa jamais de mettre ce père à l'épreuve. Des mois plus tard, il fit une crise cardiaque. Seul à la maison, ses filles étaient déjà dispersées, l'une dans un autre état, l'autre à l'étranger. Celle qui l'aida fut sa voisine, Madame Terzena, qui remarqua que les lumières étaient allumées ce matin-là. À l'hôpital, il fut réanimé. Il survécut, mais il en ressortit plus faible. Ses filles commencèrent à se relayer pour s'occuper de lui, mais il ne voulait pas être un fardeau. Il voulait les voir voler. Il insista pour qu'elles s'occupent de leurs propres affaires. Un jour, il les rassembla toutes dans le salon et fit une demande. « Laissez-moi vivre avec l'une d'entre vous. Je ne veux plus être seul, mais je ne veux pas non plus gêner qui que ce soit. Faites ce que vous pensez être le mieux entre vous. » Elles se disputèrent. Elles se disputèrent beaucoup. Mais à la fin, elles décidèrent quelque chose que personne n'attendait. Elles vendraient leur maison d'enfance et achèteraient une nouvelle maison où elles pourraient toutes vivre ensemble avec lui pendant un certain temps. Ce serait comme un retour aux sources, mais chacune apportant sa propre histoire. La décision fut émouvante. De nouveau ensemble, même si c'était pour une durée limitée, chacune avec son propre parcours, sa profession et ses rêves, mais toutes unies par leur amour pour le père qui avait tout sacrifié pour les élever. C'est dans cette nouvelle maison que le plus grand bouleversement de l'histoire de la famille se produisit. Un jour, en fouillant dans une boîte de vieilles affaires de leur père, elles trouvèrent une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Elle était adressée à une femme nommée Béatrice. L'écriture était la sienne. La date, 1982. Qui est cette femme, papa? Il se tut. Il ferma les yeux. Il déglutit difficilement. Puis il révéla quelque chose que personne n'attendait. Avant de rencontrer la mère des filles, il était tombé amoureux d'une jeune femme nommée Béatrice. Elle tomba enceinte, mais disparut.
il n'entendit plus jamais parler d'elle. La lettre était une tentative désespérée de la retrouver, mais il n'avait jamais eu le courage de l'envoyer. Il se pourrait que j'aie un fils là-bas que je n'ai jamais rencontré. L'impact fut énorme. Les filles, maintenant des femmes, se regardèrent sous le choc. Pouvait-elle vraiment être neuf? Ou était-il possible qu'il y ait quelqu'un d'autre? Et c'est alors que Mariana prit une décision inattendue. Elle chercherait Béatrice. Elle irait au bout du monde s'il le fallait. Et cette recherche changerait tout ce que la famille pensait savoir sur elle-même. Le silence se fit dans la maison alors que Sophia se levait avec une enveloppe à la main. C'était une vieille lettre jaunie par le temps, écrite d'une main délicate et ferme. Les autres sœurs se figèrent. Leur père fronça les sourcils, confus, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Sophia tenait le papier comme si elle était sur le point de déchaîner la foudre, mais sa voix était calme, bien que tremblante. J'ai découvert cette lettre par hasard il y a presque 2 ans, commença-t-elle, en regardant son père dans les yeux. Elle était à l'intérieur d'une boîte de souvenirs de maman cachée au fond du placard. Je l'ai lue, relue, j'ai pleuré et je l'ai remise. Mais maintenant, je ne peux plus vous la cacher. Elle tendit la lettre à son père. Ses mains tremblaient. Le silence était si épais qu'il semblait que personne d'autre ne respirait dans la pièce. Elle le voyait lire et son expression changeait. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, enfin les larmes. Les mots de sa femme, écrits quelques semaines avant la naissance, étaient un adieu. Elle prédisait qu'elle ne quitterait pas l'hôpital vivante. Elle disait qu'elle le sentait, qu'elle en rêvait presque toutes les nuits. Mais ce qui laissa tout le monde dévasté, c'est le paragraphe final. Si quelque chose m'arrive, sachez que c'était mon choix de mener la grossesse à terme. Je connaissais les risques. Les médecins m'avaient prévenu. J'ai choisi nos filles. J'ai choisi chacune d'elles. Même sans les connaître, j'ai choisi de leur donner une chance de vivre, même si cela devait me coûter ma propre vie. Le père qui lisait cela s'effondra, il s'affaissa dans le fauteuil, serrant la lettre contre sa poitrine. Les 9 filles s'approchèrent de lui lentement, comme si elles entraient dans son âme. Une par une, elles s'agenouillèrent autour de lui. Peu importait qu'elles aient 30, 35 ou 40 ans. À ce moment-là, elles n'étaient que des filles, petites, fragiles, confrontées à la douleur et à la vérité. Je n'ai jamais su ça, murmura-t-il. On ne me l'a jamais dit. Je pensais qu'elle avait été victime d'une erreur médicale, mais elle le savait et elle nous a choisis, compléta Anna, la 2e fille, maintenant médecin, en pleurant. C'était une héroïne, dit Isidora, la 7e. Sophia essuya les larmes de son visage. J'ai gardé cette lettre parce que je pensais que ça ferait mal, mais je me suis rendu compte que cacher la vérité, c'est ce qui nous fait le plus mal. Ce moment donna l'impression que le temps s'était arrêté, comme si les 41 ans d'histoire de la famille s'étaient réunis en un seul instant. Elles comprirent là et alors, une fois pour toutes, la raison de tant d'amour, de tant de sacrifices. Parce que ce n'était pas seulement leur père qui avait fait un choix. Leur mère avait aussi choisi. Elle n'était pas partie par accident. Elle avait donné son existence dans un but. Et ce jour-là, pour la première fois, elles prononcèrent ensemble le nom de leur mère à haute voix, comme s'il s'agissait d'une prière. Elena, le père, ferma les yeux en écoutant. Et pour la première fois depuis des décennies, il sourit à travers ses larmes. Merci, Elena, de m'avoir confié la mission la plus difficile et la plus belle du monde. Sophia se leva et ouvrit une boîte qu'elle avait apportée de sa chambre. À l'intérieur, il y avait 9 petites robes. Les robes que leur mère avait cousues pendant sa grossesse, une pour chaque fille, cousues à la main avec amour. J'ai trouvé ça aussi avec la lettre. Elle savait qu'elle ne nous verrait pas les porter, mais elle les a quand même cousues une par une. Les sœurs touchèrent les robes comme si elles touchaient le cœur de leur mère. Cette nuit-là, elles ne dormirent pas. Elles s'assirent autour de leur père, étalant les photos, les souvenirs, les vieilles coupures de journaux. Elles chantèrent des chansons que leur mère avait écoutées. Elles racontèrent des histoires d'enfance. Elles rirent. Elles pleurèrent. Et elles sentirent que pour la première fois, elles étaient complètes. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que maintenant, elle avait un sens. Le lendemain, elles prirent une décision, une promesse, en fait. Et à partir d'ici, le plus beau plan des 9 sœurs commence. La nouvelle des 9 grossesses se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. C'était comme si le destin avait gardé ce moment en réserve pendant des décennies. Des questions et des commentaires se faisaient entendre partout. Comment ça, les 9 en même temps? Est-il vrai qu'elles sont toutes enceintes? Une armée de blondes est sur le point de naître. Les sœurs, à leur tour, étaient unies comme jamais auparavant. L'expérience de la grossesse collective, le sentiment d'amener des enfants au monde aux côtés des femmes avec lesquelles elles avaient tout partagé, jouets, vêtements, larmes, secrets et rêves, apporta une nouvelle complicité, presque sacrée. M. Antonio, qui avait près de 70 ans, regardait tout cela avec des yeux brillants. Silencieusement, il observait le gros ventre de l'une, les nausées de l'autre, l'étincelle dans leurs yeux. C'était comme si chacune portait non seulement un enfant, mais une réponse à la vie, une réponse à la souffrance, à l'absence de leur mère, au silence qu'il avait enduré seul pendant tant d'années. Elle.